Retrouvez tous vos personnages préférés. Aladdin, Jasmine, Iago et le génie. Je t'ai manqué, petit. Voyez Aladdin dans Le Retour de Jafar de Disney. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va déterrer des cadavres mais dans une ambiance super familiale et nostalgique puisqu'on va parler des suites au rabais de Disney qui ont débarqué sur le marché vidéo dans les années 90 et 2000. Et pour ça, on va revenir à la racine du mal, Le Retour de Jafar, la suite d'Aladdin sortie tout droit des enfers en 94. On va évidemment sortir la sulfateuse et prendre plaisir à tirer sur l'ambulance, mais surtout se pencher sur la stratégie puante qui en est à l'origine et le nouveau modèle économique tout aussi puant qui a suivi. Pour comprendre comment une production estampillée Disney a pu atterrir directement dans les bacs à cassettes des supermarchés et pourquoi Le Retour de Jafar est aussi mauvais et inutile, il faut recontextualiser un peu et revenir une dizaine d'années en arrière, en 1984, quand Michael Eisner est devenu PDG de la Walt Disney Company. Un de ses grands projets, c'était de faire de l'animation, mais à la télévision. Parce que depuis les années 50 jusqu'au milieu des années 80, le label Disney était bien présent sur le petit écran, mais seulement avec des fictions en prise de vue réelle comme Davy Crockett ou Zorro, et des émissions jeunesse plus promotionnelles comme Le Monde Merveilleux de Disney. Il n'y avait donc aucun programme entièrement animé, ils étaient simplement ponctués d'extraits ou de courtes séquences animées. Ce qui peut quand même paraître contradictoire vu que l'animation c'est 90% de l'ADN de la firme. Mais à cette époque, les séries animées se contentaient généralement d'un petit budget et n'étaient pas tellement reconnues pour leur qualité plastique. Pour Walt Disney, le fondateur, c'était donc impossible de ne pas investir des sommes folles dans ce genre de production hebdomadaire sans rogner forcément sur la qualité et donc bousiller l'image de sa compagnie. Et globalement, il avait raison. Mais Michael Eisner, lui, il voyait les choses différemment et voulait investir le médium dans l'idée de se démarquer de la concurrence en proposant des séries mieux foutues que les autres. Il a créé une nouvelle filiale, Walt Disney Television Animation, et a mis du pognon dans de premières séries qui sont devenues populaires. La première, Les Gummies, qui était globalement plus qualitative que ce qui se faisait ailleurs, et celle dont on se souvient beaucoup plus, La Bande à Picsou, qui fonctionnait tellement bien que par appât du gain, un film dérivé a été projeté au cinéma en 90, La Bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue, le premier long métrage d'animation Disney à ne pas avoir été animé par le studio historique. Et même si ça reste une Madeleine de Proust pour plein de gens, au moment de la sortie, le public ne s'est pas déplacé en masse et pour parler du film en lui-même, on est quand même loin du travail d'orfèvre et de la magie qu'on attend généralement d'un Disney. La même année, la compagnie a sorti sa première suite officielle, Bernard et Bianca au pays des kangourous, le 29e classique d'animation qui fait partie du canon principal et donc des œuvres les plus prestigieuses du studio. Le film original avait été le plus gros succès de sa décennie et il avait profité d'un regain de popularité après la ressortie de 83. Du coup, dans l'idée de renflouer les caisses, Michael Eisner a donné le feu vert pour une suite dans la veine de ce qui se faisait déjà du côté des blockbusters en live action, comme avec Rambo 2, Rocky 4, Alien 2, Indiana Jones 2, Star Wars 6 et toutes les autres suites de franchises qui ont débarqué à la fin des années 80. Sauf qu'en fait, le film a bidé après que son budget ait explosé à cause d'un nouveau procédé de numérisation en post-production qui a ensuite permis de faciliter les productions d'Aladdin ou du Roi Lion, mais qui a d'abord fait cracher beaucoup d'argent au studio. Bernard et Bianca 2 est même devenu à ce moment-là le classique le moins rentable du catalogue, malgré des critiques plutôt enthousiastes. Du coup, on avait déjà l'idée d'exploiter les classiques préexistants qui germaient d'un côté et celle de proposer une gamme Eco Plus dans une logique purement commerciale de l'autre. Il fallait donc faire une synthèse de tout ça pour trouver la formule de production et d'exploitation idéale pour réduire les coûts tout en maximisant les profits. En parallèle de ça, après un passage à vide qu'on appelle communément le Dark Age, qui a suivi la mort de Walt Disney en 66, La Petite Sirène de 89 avait justement redonné du souffle au studio historique et même marqué son second âge d'or avec juste derrière le combo gagnant La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion. Du coup, au lieu de bider en salle, Disney s'est plutôt tourné vers la télévision pour capitaliser au maximum sur ce retour en grâce au cinéma et les deux premiers candidats pour une série télé étaient La Petite Sirène et Aladdin, qui n'étaient même pas encore sortis au moment de ces discussions de pré-production. Le but, c'était de faire des séries directement liées au film, donc
pas comme Super Baloo par exemple, qui se contentait de reprendre 2-3 personnages du livre de la jungle pour les foutre dans un tout autre univers. Il s'agissait vraiment de construire une passerelle entre deux supports et d'étendre la mythologie des films originaux en se déroulant avant une ellipse ou, comme c'est le cas avec Le Retour de Jafar, en inventant une suite à l'histoire, mais de façon pas trop assumée non plus. Pour la série Aladdin, il était prévu, comme souvent, de lancer la diffusion par un special, un pilote étalé sur l'équivalent de 5 épisodes et monté comme un téléfilm. Mais on connaît la suite, le téléfilm est devenu un long métrage destiné au marché vidéo. Au départ, Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg, le président de Walt Disney Pictures, étaient moyennement chauds parce qu'ils avaient quand même peur d'entacher la réputation de Disney. C'est finalement la séquence d'ouverture du film, donc celle avec les cavaliers dans le désert là qui est pourtant qui a convaincu Katzenberg et c'est très probablement l'odeur de l'argent qui a fait céder Michael Eisner. On s'est donc retrouvé avec un produit hybride et informe, un long métrage bricolé à partir d'une série télé, produit par une filiale spécialisée dans les productions télé et animé en dehors des États-Unis dans des studios australiens et japonais qui travaillaient jusqu'ici sur des séries comme Mr. Mask ou La Bande à Dingo. Il n'y avait donc aucun ancrage ou même aucune démarche cinématographique dans ce projet qui a été fait pour toutes les mauvaises raisons. Du côté des réalisateurs, on est aussi dans un héritage télévisuel avec Alan Zaslov qui a réalisé pas mal d'épisodes des Schtroumpfs, des Jetsons et de Scooby-Doo avant de travailler sur les séries Disney, Les Gummies, La Bande à Picsou ou Tic et Tac, Les Rangers du Risque. Il y avait aussi Tad Stones qui a commencé la réalisation avec Mr. Mask et enfin Toby Shelton qui, après avoir été animateur assistant sur Basile Détective Privé et Taram et le Chaudron Magique, s'est lui aussi retranché du côté des séries Disney, dont Super Baloo et Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson. Et évidemment, aucun animateur ou scénariste du premier Aladdin n'a eu la mauvaise idée de revenir pour la suite. Pire encore, la distribution vocale a été changée pour plusieurs personnages, dont le génie, doublé dans sa version originale par Robin Williams, qui a ensuite pris la voix de Dan Castellaneta. En France, heureusement, on a eu un peu plus de chance parce que le comédien Richard Darbois qui doublait le personnage est quand même resté au générique. Conséquence logique de tout ça, Le Retour de Jafar a disposé d'un budget famélique estimé entre 3,5 et 5 millions de dollars contre 28 millions pour Aladdin 2 ans plus tôt. Forcément, il encapsule tout ce qui déconne avec la majorité des suites Disney, c'est-à-dire que le scénario est vide, autant que les paroles des chansons et des partitions, les enjeux sont nuls, la direction artistique est honteuse avec des décors d'agrabah lisses et dépouillés, des couleurs fades et des contrastes dégueulasses, la réalisation est ultra statique, les personnages sont moches et sont devenus des caricatures d'eux-mêmes, en particulier Jafar, il y a des faux raccords dans le montage et l'animation est simpliste quand elle n'est pas simplement grossière. Bref, on est plus dans de l'amateurisme, loin du conte enchanteur des Mille et Une Nuits de 92. Bref, c'est tout pété et c'est du nivellement par le bas, mais tout ça, Michael Eisner, il s'en foutait pas mal, parce qu'avec une bonne campagne marketing, le film a quand même rapporté gros. C'est même la vidéo la plus vendue de 94 sur le marché américain, avec des recettes totales estimées à 300 millions de dollars. Trop tard, donc la machine à navet est lancée avec Winnie l'ourson 2, La Belle et la Bête 2, qui était un pur produit commercial pour Noël, Aladdin et le Roi des voleurs, Pocahontas 2, puis dans les années 2000, La Petite Sirène 2, évidemment, Cendrillon 2, La Belle et le Clochard 2, Roxy Rookie 2, Tarzan 2, Le Bossu de Notre-Dame 2 et autres suites et midquels locaux qu'on regroupe généralement sous la bannière Disney Toon Studio. Et vu le peu d'exigences, ils s'enchaînent tous à un rythme frénétique qui dépasse vite celui des sorties ciné. C'est une cadence plus industrielle qui se met en place avec pour seul but de limiter les coûts, de vendre et d'exploiter un nouveau support de distribution. Parce que Le Retour de Jafar, au-delà d'être le premier des TV Disney, c'est aussi le premier film d'animation américain à sortir directement sur le marché vidéo, à quelques mois d'écart avec le petit Dinosaure 2 d'Universal qui mériterait aussi une balle perdue d'ailleurs. Les DTV se sont alors imposés dans les familles alors qu'ils étaient encore considérés quelques années avant comme un repère de mauvaises séries B, de films d'horreur crado, de films érotiques ou d'œuvres de niche peu rentables en salle. Sur le même principe que Le Retour de Jafar, c'était aussi un bon moyen pour Disney de recycler les épisodes produits pour des séries annulées, comme La Belle et la Bête 3 ou Cendrillon 3, qui sont là encore des compiles d'épisodes qu'il fallait rentabiliser. Par contre, on peut pas reprocher non plus à Disney de pas avoir retenté un passage en salle, puisqu'au début des années 2000, Peter Pan 2 et Le Livre de la Jungle 2 ont eu le droit à une sortie sur grand écran, vu que ces
deux films disposaient à peu près des mêmes moyens que les classiques, ce qui a poussé les producteurs à leur laisser une chance. Évidemment, les deux se sont cassés les dents au box-office et Disney est vite revenu à la formule des DTV. Il faut aussi souligner quelques autres exceptions comme Le Roi Lion 2 et sa revisite de Roméo et Juliette qui a lui aussi bénéficié de plus d'attention, mais bon, comme c'était la suite du Roi Lion et qu'on ne déconne pas avec le Roi Lion, la suite était très attendue et ils savaient qu'ils étaient obligés de mettre un peu plus de bonne volonté qu'ailleurs. De la même façon, une des productrices de Disney Toon a gelé la production de Dumbo 2 qu'elle ne jugeait pas assez satisfaisante, c'est donc que ça devrait vraiment être très mauvais. Puis ensuite, John Lasseter a fait le ménage et bazardé tous les projets dont le développement n'était pas trop avancé. Et même si on a tous notre indéfendable, moi perso c'est Pocahontas 2. Ce film pour moi ne devrait pas exister, on a quand même évité le pire. Au moment où Disney était dans cette folie des suites, le studio a créé en 2004 une nouvelle division, Circle 7 Animation, qui était l'équivalent de Disney Toon, mais pour Pixar. C'est-à-dire que Disney voulait produire des suites DTV, des chefs-d'œuvre de Pixar comme Toy Story 3, Le Monde de Nemo 2 ou Monstres et Compagnie 2. Des films qu'on a fini par avoir, mais qui auraient été bien différents pour pas dire totalement merdiques. Heureusement, en 2006, au moment où Disney a englouti Pixar, Circle 7 Animation a été fermé avant qu'il y ait le temps de faire des dégâts, et John Lasseter, qui voulait redorer le blason de la maison, a annulé plusieurs projets dont Mulan 3, Pinocchio 2, Blanche-Neige 2 ou Les Aristochats 2. Disney Toon n'a plus été chargé des suites mais des spin-offs, notamment de Planes et de La Fée Clochette, qui rapportaient encore pas mal sans trop trahir le catalogue existant, avant de fermer définitivement ses portes en 2018. L'idée de produire des suites bon marché à la chaîne, c'était une stratégie d'autophagie opportuniste, mais c'était surtout une trahison de la philosophie de Disney héritée de son créateur. Parce que même s'il y a eu des suites pour Les Trois Petits Cochons, et même un remake du Vilain Petit Canard, un des courts-métrages les plus connus des Silent Symphonies, Walt Disney était contre le principe des suites. Il n'aimait pas ça, il considérait ça comme une impasse artistique et un frein créatif, et il préférait au contraire avancer plutôt que de rester bloqué sur les succès du passé. Et pourtant, c'était aussi un homme d'affaires qui pesait son porte-monnaie et espérait logiquement la prospérité économique de son entreprise. C'est d'ailleurs une des raisons qui l'a poussé à faire Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long-métrage d'animation traditionnel. Avec l'arrivée en masse des DTV, c'est donc deux logiques qui se sont opposées, celle de Walt Disney qui voyait le profit sur le long terme en jouant sur l'aspect exceptionnel et événementiel de ses films, avec des ressorties cinéma tous les 5 ou 10 ans pour recréer l'engouement et faire en sorte que les films traversent les générations. Et de l'autre côté, celle de Michael Eisner qui voyait plutôt la carrière du neuf sur le court terme, avec cette idée de consommer et même de surconsommer les films pour faire de l'argent sans aucune ambition artistique. Aladdin 2, ça n'a pas marqué les mémoires, ça reste un produit ultra générationnel, il a été descendu par la critique et il a entaché la réputation du studio, mais il a surtout rapporté beaucoup d'argent sur le moment et c'était clairement le but recherché. Surtout avec des films qui s'adressent essentiellement à un public moins exigeant et beaucoup plus indulgent. Ce qui fait que malheureusement, Mulan par exemple fait autant partie de mon enfance que Mulan 2. Pareil pour Tarzan et Tarzan 2 ou Lilo et Stitch 2. C'est pour ça que ces films bas de gamme et même le retour de Jafar ont quand même des défenseurs, généralement du côté des 20-30 ans qui ont grandi avec. Et aujourd'hui, la stratégie de Disney, elle est quand même plus proche du modèle établi par John Lasseter, avec quelques suites à fort potentiel en salle, La Reine des Neiges 2 typiquement, qui a pété le milliard au box-office mondial, et avec pour but cette fois d'égaler, voire de dépasser les films originaux, et pas seulement de profiter de l'engouement du public. Enfin, un peu quand même, mais pas totalement. Et si Disney a mis un coup de frein sur les suites, et je parle évidemment pas des suites de Pixar, au final la tendance c'est maintenant le recyclage des classiques avec les remakes en live action, pour lesquels on retrouve la même frénésie inarrêtable avec plusieurs projets qui se chevauchent, mais aussi tous les films ou séries dérivées qui arrivent directement sur Disney+, comme La Belle et le Clochard qui n'a clairement pas eu le budget du remake de Mulan, qui était de base prévu pour sortir en salle, ou du Aladdin de 2019, ou même avec toutes les autres marques essorées par la firme comme Pixar, Star Wars ou Marvel.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai fini de cracher tout mon venin, mais avant de se quitter, point important. Comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien ça passe surtout par un abonnement qu'on propose sur le site. Un abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges, comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitants. Là dernièrement, on a par exemple reparlé de La Traque, de Poltergeist ou de Color of Night. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Merci et à bientôt. Stop!